Bonjour tout le monde. Merci tout le monde, bonjour. Fait que dernière conférence de la journée Oui. pour vous, première pour nous. Ouais. Hey, merci d'être là cet après-midi. On va parler aujourd'hui justement de notre implantation de DAD itérative chez Pétale MD dans la dernière année. Je me présente, David Rousseau, j'étais conférencier aussi l'an passé. Je travaille chez Pétale MD maintenant depuis un an. Un an presque jour pour jour comme directeur amélioration continue avec Mariana, je suis coach agile chez Pétale depuis 5 ans presque. Je suis chilienne, donc j'ai un accent, au cas où vous n'avez pas entendu mon accent. En tout cas, parfois je cherche mes mots, je le dis tout de suite. Pour ne vous pas mettre mal à l'aise avec mon accent, si vous ne comprenez pas, vous montrez. Ceux qui trouvent ça charmant, on lève la main. C'est super. Donc c'est ça. Très fière de présenter avec David notre parcours itératif des DAD. Je peux présenter un petit peu Pétale MD. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, Pétale MD, une start-up qui maintenant est devenue un peu plus une compagnie établie. On fait une application pour les médecins pour justement gérer ses horaires et donner plus de place à ses patients parce que justement, on va aider dans les schedules de tous ces rendez-vous. Donc, c'est plutôt ça, mais il y a beaucoup d'autres choses autour. Et c'est vraiment un produit très mathématique, donc il y a beaucoup de complexité derrière. Beaucoup. Hey, d'ailleurs, on grossit beaucoup. Il y en a combien ici qui sont de chez Pétale, juste pour être certain? Une fois, c'est bon. Juste mettre un malaise. Super. Donc, en bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir à l'ordre du jour? On va tout d'abord vous démontrer les objectifs. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pourquoi on était intéressé à venir vous présenter? On va faire un tour d'horizon rapide de c'est quoi DAD. D'ailleurs, tout de suite, première question, y en a-tu qui étaient là l'an passé pour la présentation de Dan? Avec Scott Ambler. Qui connaît DAD? OK, c'est pas super. Excellent. Ensuite, on va expliquer les 3 principales raisons qui ont initié le changement. Donc, cette vague-là de changement chez Pétale, qu'est-ce qui était derrière tout ça? Nos 4 itérations, on a découpé ça en 4 petits morceaux. Oui. Nos conclusions en 5 étapes. Et évidemment, à la fin, période de questions. N'hésitez pas à les marquer et tout. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions ardues à la fin, avec plaisir. Donc, objectif de la présentation. Oui. Qu'est-ce que nous, on souhaite pour vous, que vous partez avec quelque chose de cette présentation-là. Donc, c'est de pouvoir montrer qu'on peut faire des changements de façon itérative. Donc, on parle beaucoup d'agilité et tout ça. Et là, comment est-ce qu'on fait ces changements-là? Comment est-ce que parfois on dit, mais c'est un Big Bang qu'on va faire dans la compagnie, mais en fait, on peut le faire à fur et à mesure que ça avance. Et on va vous montrer notre histoire, à travers notre histoire, comment est-ce que nous, on a pu arriver à changer. Après, c'est aussi, vu qu'on fait des choses itératives, comment est-ce qu'on arrive aussi à pouvoir dire, on a vraiment atteint notre objectif et parfois aussi l'objectif peut changer au cours de route. Donc, c'est laisser expérimenter, donc faire des choses tout le temps et aller essayer, faire des rétros. Je pense que c'est le point suivant, les rétros. Hein? Non, oui, plus ou moins. Donc, faire des rétros, regarder qu'est-ce que ça a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, le changer pour justement tout le temps ajuster la route pour arriver à terme. Donc, c'est vraiment accepter les échecs. Ça, c'est aussi notre partie importante, n'est pas tout le temps se sentir comme on n'a pas réussi ce coup-là, mais le contraire, dire, mais cela nous a permis justement d'avancer et de prendre des autres décisions. Donc, DAD, en 2 minutes, c'est moi qui ai hérité de vous présenter ça. En fait, on va revenir un petit peu plus loin sur des éléments plus spécifiques de DAD qui ont été pertinents pour nous dans le cadre de la présentation. Mais de façon générale, pour ce qui nous a touché chez nous, on parle vraiment des 3 principales étapes de l'approche DAD. Donc, vraiment la phase d'inception, de construction et de transition. La phase de construction, je pense qu'on peut se l'imaginer en termes d'agilité de façon assez standard. Donc, c'est d'appliquer d'autres frameworks, d'autres techniques déjà connues comme le Scrum ou peu importe. Donc, c'est vraiment la phase de développement pur. Chez Pétale, c'est là où ce qu'on appelle chez nous la R&D. Ça se peut que souvent aujourd'hui, je reviens avec le mot développement R&D, synonyme pour nous. Donc, c'est vraiment la phase de construction, phase de programmation, phase de test et tout. La phase de transition, c'est vraiment pour nous le moment où est-ce qu'on va transférer tout ça au niveau du support service, au niveau de l'équipe de déploiement. Donc, nous, chez Pétale MD, on est en déploiement continu. Donc, tout est toujours en production.
mais c'est vraiment au niveau du dévoilement puis de l'implantation chez la clientèle. Donc, c'est notre phase de transition. Ce qui est intéressant avec Dan, pour nous, c'était vraiment la phase d'inception, donc la phase de création. Tout ce qui est fait en amont de la production elle-même. Donc, de quelle façon on va venir coordonner, impliquer les stakeholders, impliquer les intervenants pour aller chercher toutes les connaissances des spécialistes dans leur domaine, de quelle façon on va monter le produit, aller valider avec la clientèle avant d'arriver avec le matériel prêt à aller en développement. Donc, c'est vraiment un processus où est-ce qu'on va coordonner des efforts, dérisquer le projet, clarifier avec l'organisation les attentes et tout, pour s'assurer d'arriver en développement avec quelque chose qui est viable et non pas juste des concepts. Donc, c'est pas mal ça, en gros. Il y a d'autres étapes autour dans Dan qui sont expérimentées, donc, comme la gestion de portfolio en amont et tout. Donc, ça aussi, on va glisser des petits mots là-dessus durant la présentation. Mais le cœur de ce qu'on vous présente aujourd'hui n'est pas tant sur la gestion du portfolio, qui est un autre projet en lui-même qui a eu cours presque en même temps. OK, donc les 3 raisons de pourquoi on a décidé de faire des changements. Tu peux avancer, oui. Donc, l'organisation mutation, en fait, on avait un modèle d'affaires très spécifique qu'on a quand même poussé très, très loin, mais à un moment donné, on a dû changer ça parce que ça ne marchait plus. Et ce changement de mentalité a fait que justement la cohérence entre notre communication, nos choses, comment est-ce qu'on collaborait, il était plus bonne. C'était comme compliqué de se parler la même chose, on ne comprenait pas trop comment adresser certains problèmes. Donc, les modèles d'affaires, ça a changé, ça nous fait changer aussi la façon de penser et ce n'était pas évident que tout le monde change ses façons de penser en même temps. Donc, cet univers de communication difficile, ça nous a mené à penser, mais là, il faut quand même mettre quelque chose en place pour régler ces problèmes-là. Après, justement, ce modèle d'affaires qui vient changer, et les objectifs n'étaient pas clairs ou la mission n'était pas bien communiquée, donc les équipes s'est ramassé avec qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, je ne sais plus. C'est quoi qu'il faut atteindre comme objectif des compagnies. Donc, il y avait déjà un problème de démotivation. Donc, les gens étaient vraiment, l'énergie était basse. Les mondes ne se retrouvaient pas. Et on ne savait pas comment on prend ces choses-là. Donc, l'impact sur les équipes de construction était assez évident. Et finalement, les rôles, justement, comme la compagnie était en train de changer, mais les PO, qu'est-ce qu'ils allaient faire là? C'était comme mis plutôt collé sur la technique, sur la techno. Qu'est-ce qu'on pouvait contrôler? Qu'est-ce que le PO pouvait voir? Mais c'est impliqué vraiment sur travailler très, très près avec le dev parce que c'est là qu'on savait quoi faire. Mais ce qui était en amont, l'objectif plutôt des visions des produits était un peu flou. Donc, on se ramasse avec des PO très techniques, des designs un peu partout, mais qui ne savent pas où se placer. Et de se spécialisent des produits absents, donc dans le sens de on place tout, mais on n'a comme personne pour nous dire c'est où qu'on doit aller. Super. Puis moi, je venais d'arriver à ce moment-là. C'était comme, j'arrivais chez Petal MD, puis vraiment, c'était ce qui m'avait marqué, c'était de voir, c'était une entreprise qui avait grossi très rapidement dans les derniers mois, qui avait engagé des experts. Puis ces experts-là se donnaient à fond dans leur domaine, mais se donnaient à fond dans leur domaine, dans leur secteur. Fait qu'il y avait même si nos bureaux sont sur une seule étage, vraiment, il y avait des silos imposants juste par le fait que les gens se donnaient cœur et âme dans leurs choses, mais il y avait énormément de problèmes à communiquer les besoins, à communiquer la stratégie et tout ça, tout le long jusqu'au développement. Donc, c'était assez imposant. Donc, très rapidement, résumé. Là, je mets la même slide de DAD, même si à cette époque-là, on n'avait aucune idée de DAD, c'était quoi. Donc, vraiment, tout le côté où est-ce qu'on a notre équipe de construction. On roulait en Scrum Band à ce moment-là. On roulait en Scrum Band parce que ça changeait tellement rapidement que l'équipe s'était adaptée dans le point de vue agilité en se mettant en mode Scrum Band, en disant bon, bien parfait, vous changerez le backlog, les priorités comme vous voulez, nous autres, on va tirer au fur et à mesure. Donc, il n'y avait pas le concept de sprint. UX, UI, on en a parlé, c'était un peu difficile de trouver leur place. Les PO très impliqués au niveau des équipes de développement. Beaucoup de flou en amont de ce qui s'en venait. Puis, la valeur, les démos et tout ça, c'était plus ou moins. Moi, j'ai assisté à une démo. Je crois que c'était la dernière démo chez Petal. J'étais en entrevue. De cette sorte de démos, il faut le dire. Hein, parce qu'on fait des démos. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? 4 itérations. La première, le grand ménage du printemps. Bon, j'ai écrit ça il y a quelques jours. C'était l'automne, je m'excuse. C'était le grand ménage d'automne. On était au mois de novembre, décembre. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est de se poser la première question, c'est de voir, chez nous, est-ce qu'on est correct? Donc, on a voulu voir au niveau de la recherche et développement, au niveau de l'équipe de développement, avant d'aller gratter partout aux alentours, on s'est dit, on va regarder notre petit nombril, on va regarder comment ça avance.
Et pour ceux qui m'ont vu l'année passée ou qui me connaissent, moi, je suis un fan, je suis un gars de Lean Six Sigma, je suis un gars de process, je suis un gars de data, ça me prend de la donnée. Donc, en arrivant chez Pétale, la première chose qu'on fait, un atelier de processus, évidemment, puis on a revu vraiment au niveau du process au complet comment ça allait. Donc, on a starté vraiment du début. Qu'est-ce qui rentre dans notre processus jusqu'à la fin? Donc, on a regardé qui fait quoi, à quelle étape, de quelle façon. Surtout que les équipes, c'était un petit peu différent, donc on voulait aller rechercher c'était où les distinctions, les bons coups, les mauvais coups. Ce faisant, on a clarifié aussi beaucoup dans cet exercice-là le rôle des PO. Donc, on avait des PO qui étaient extrêmement impliqués, comme je vous disais. Donc, on a commencé vraiment à essayer de les retirer le plus possible de la portion tâches routinières d'équipe. Parce qu'on avait des PO qui allaient jusqu'à écrire des tâches fonctionnelles avec les équipes. Donc, vraiment, vraiment très occupés au niveau du suivi, assigner les tâches et tout ça. Donc, on a vraiment travaillé très fort avec eux pour les faire changer de côté complètement. Donc, retirer une portion de ce travail-là, se retourner beaucoup plus vers le produit en amont, vers l'organisation. Ensuite, inclusion de design. On a commencé à parler à ce moment-là, on avait des enjeux. On avait un directeur design fraîchement nommé aussi, Oui. qui avait vraiment un défi. Oui? Mais il faut seulement clarifier que le design, quand on parle, c'est des UX et UI. Donc, on avait quand même une équipe de 4 personnes, 2 UX, 2 UI. Donc, c'est quand même beaucoup de monde à coordonner et à mettre en place dans le processus à quelque part. C'était très flou. C'est-à-dire que même pour eux, même pour les équipes, le côté UX était problématique. De un, parce qu'on avait des gens de UX extrêmement qualifiés, compétents, puis qui voulaient faire les bonnes choses au bon moment. Ce n'était pas le cas. Puis ça ralentissait beaucoup le processus parce qu'on avait beaucoup de validation design, validation PO. Donc, un programmeur finit son code et tout, veut aller en déploiement, bien, ça y prenait son plus 1 de design, son plus 1 du PO, son plus 1 de son boss. Ça devenait très compliqué, même si tout était automatisé. On a aussi, comme je vous disais, mis beaucoup d'emphase sur les intrants aboutissants du processus pour vraiment voir chez nous, est-ce que c'est correct, mais qu'est-ce qui vient nous affecter au niveau de la production comme intrant. Qu'est-ce qu'on a sorti de tout ça? Donc, les PO sont plus impliqués sur les produits. On commence à demander d'avoir une vision des produits, en fait. Parce que vu qu'on avait comme des objectifs un peu flous, les PO qui étaient plus techniques, ils devaient vraiment aller chercher c'est quoi son produit. Donc, c'est une des choses positives qu'on a sorties. Après, on a identifié quelque chose de négatif, mais que ça devient positif à la fin parce qu'à ce moment de l'itération, on voit que les entrants, pour commencer un projet, pour commencer la construction, ils étaient comme très compliqués à comprendre, insuffisants. Ce n'était pas vraiment tout rempli les besoins nécessaires pour commencer une planification. Justement, le Kanban répondait très bien à ça parce qu'on était à la pièce. Donc là, on identifie qu'on a un problème d'entrant dans les R&D. Design, la partie négative de cette itération, c'est qu'on a essayé de trouver une place, mais on n'a pas encore trouvé la place à ce moment-là pour design, de les placer où. Prochaine itération, donc on a fait le ménage chez nous et tout. Donc UX, UI, c'est encore un peu flou. Par contre, au niveau des PO, ça va beaucoup mieux. Donc la relation avec les PO versus le développement est beaucoup plus claire. Donc là, on commence à se poser la question au niveau des intrants. On met vraiment le doigt sur ça. On s'est dit, design, on va regarder un petit peu plus tard et tout. On va vraiment regarder de quelle façon on peut faciliter le développement en clarifiant nos intrants. Donc, on se concentre sur ça. Et puis là, on commence à faire des recherches. Notre portion théorique qu'on adore, comme plusieurs d'entre vous peut-être. Donc, les lectures, on revient justement de l'Agile Tour, ça a parlé de DAD. On regarde tous les autres modèles aussi, on est friand de ça, donc que ce soit Less, Safe et plein d'autres. Donc, on est en mode lecture. En mode lecture, on veut faire des changements. Puis, on en profite aussi à ce moment-là pour clarifier les autres rôles. Donc là, on a parlé, oui, de nos développeurs, on a parlé de nos PO, mais là, en amont, il y a des grands changements aussi. On a une équipe marketing, une équipe de vente, une équipe de support service, une équipe produit finalement qui est une combinaison de plusieurs PO. Donc, de quelle façon ces gens-là vont travailler en amont, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir profiter des différentes expertises. Donc, on clarifie beaucoup ces rôles-là. Puis, au final, on choisit DAD. C'est arrivé un petit peu par accident. Oui. On peut presque dire par accident, tout à fait. C'est qu'on était, notre patron à cette époque-là revient de l'Agile Tour, connaît très bien aussi les autres modèles, fait de la lecture, puis juste pour à un moment donné, il regarde tout ça, puis il fait DAD, ça sent bon. Pour les problèmes qu'on vivait chez Pétale à ce moment-là, DAD arrivait avec des propositions super intéressantes d'un point de vue processus, mais surtout aussi d'un point de vue des rôles. Donc, on est encore en mode théorie, on fonce au niveau de DAD, on fait des ateliers, puis là, on vient former vraiment
l'ensemble des intervenants de la compagnie, tant les développeurs, l'équipe de produits, puis même le reste de l'organisation. On a fait un lunch and learn sur l'heure du midi. Les gens viennent, et là, les yeux ronds de « c'est quoi ça, une inception? » Et combien de fois on a essayé d'expliquer qu'est-ce qu'une inception? Plusieurs fois. Et en plus, on a dû la refaire plusieurs fois. Je pense que les gens, à la fin, étaient un peu fatigués, mais ça prend quand même la formation pour pouvoir atteindre certains objectifs. Heureusement qu'on avait les vacances, les fêtes de Noël, tout ça, pour que les gens y arrivent en janvier avec toute l'énergie pour s'embarquer sur cette aventure. C'est important de donner la formation parce que Dan, finalement, arrive avec des termes nouveaux. Puis aussi, volontairement, d'un point de vue politique, pour ceux qui connaissent la politique agile mondiale, il y a plein de termes qu'ils ont décidé de ne pas utiliser parce que c'était trop Scrum et trop autre chose. Fait que c'est quand même important de donner les formations. C'est important pour nous de venir clarifier les termes pour le reste de l'organisation. Pourquoi DAD? Tu l'as déjà dit un petit peu. Vas-y. Donc, pourquoi DAD? Les rôles. On commence à se regarder un peu, nous, comment est-ce qu'on fonctionne. On a un CEO très impliqué en produit. Donc, comment est-ce qu'on peut détacher ce CEO à ne plus donner trop son avis à propos de toutes les choses qu'on développe. Bon, on vient commencer à chercher, on a cherché sur les rôles de DAD et ça fait super bien. On voit et on peut clarifier avec lui et avec l'exec quels étaient les rôles qu'eux devaient prendre à chaque fois qu'on s'est rencontrés pour parler des produits. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que l'inception, c'est une étape où on peut choisir plein de choses. Des outils qui nous permettent de dérisquer la première étape avant d'aller en construction. Et ça nous donnait beaucoup de latitude comme coaching à la compagnie de pouvoir choisir donc laquelle ça est la meilleure pour nous à ce moment-là. Et on voyait aussi comme on a des projets un peu différents, mais ça fitait super bien de dire pour ce projet-là que peut-être ça va prendre un mois de développer ça, on prend ces outils-là, mais pour un autre que peut-être ça va prendre 3 mois. Mais là, on prend des autres choses. Donc, Inception, comme concept, marchait super bien. En plus, on pouvait choisir plein de choses dedans. Donc, cette flexibilité, ça nous a aidé beaucoup à pouvoir mettre en place ça et le choisir comme tel. Bon, donc, on se répète un peu, hein, mais Inception qui vient nous donner un coup de main pour tout ce qui est les entrants et ce qui vient en amont des projets. Avant qu'il arrive à R&D, c'était une des choses principales qui nous a donné les coups pour commencer. Donc, pourquoi une phase d'inception? On a rajouté ça parce que c'est probablement une des principales questions qui revient souvent par rapport à DAD, puis souvent même une des principales critiques, c'est-à-dire que ça sent beaucoup le waterfall quand on parle d'inception à plein nez. Puis, c'était contre moi, je lisais ça, j'étais comme « mais non, c'est pas ça ». Puis en fait, je pense qu'on a utilisé les mots en préambule et tout, c'est la flexibilité. DAD, finalement, c'est pas une méthodologie, c'est pas des étapes claires, c'est pas des choses précises à utiliser, c'est plus une prise de conscience sur « mais oui, il y a des choses qui se font en arrière-scène malgré tout ». Puis dans la conférence que je donnais l'an passé sur l'agilité, le lean et tout, au Musée de la civilisation, il y en a qui me posaient justement la question après ça, « oui, mais de quelle façon en amont vous gériez ça ?» Bien, en amont, il y avait plein de choses qu'on ne voit pas. Il y avait des Microsoft Projects, il y avait des rapports qu'on donne au Conseil du Trésor à toutes les semaines et tout. Fait qu'il y a de la poutine malgré tout dans une organisation qui se fait. Puis c'est sûr que ça ne sent pas le Scrum à plein nez, mais il y a beaucoup de choses à faire en amont. Fait qu'au niveau de la phase d'inception, ce qu'on aimait, c'est que ça permet vraiment, pour nous chez Pétale, là où il y a eu un énorme gain, c'était vraiment la coordination des efforts. On avait un CEO qui était extrêmement fort, qui faisait valoir ses idées de façon assez imposante. On avait des spécialistes produits, on avait des spécialistes marketing, des spécialistes dans plein de secteurs. Puis ces gens-là travaillaient de façon très déconnectée, comme j'expliquais tantôt. Les phases d'inception nous ont permis de rassembler ces gens-là à un moment crucial dans la définition du produit pour collaborer ensemble. Ça a vraiment très bien fonctionné. Donc la phase d'inception, nous, elle a servi à ça. Puis là, il y a plusieurs éléments qu'on couvre dans la phase d'inception, mais former les équipes, l'alignement avec la compagnie. Donc l'alignement veut s'en aller par là-bas. Est-ce que le projet cadre exactement dans cette philosophie-là? On va regarder aussi développer une vision commune. Est-ce qu'on a toute la même vision sur le projet, là? OK? Est-ce qu'on veut tous la même chose? Parce que des fois, le CEO va dire hey, « on fait tel projet et tout », puis finalement, peut-être que les gens ne comprennent pas de la même façon au niveau du produit, ça s'en va en développement, on ne l'a pas compris de la même façon, puis ça sort de la machine. Puis je me souviens, je suis rentré chez Pétale, puis une des premières démos que je suis allé, une des choses que j'ai entendues, c'est « bien voyons, pourquoi vous avez programmé ça? » Allô, la motivation pour des équipes là, qui ont codé ça pendant des semaines, des mois, puis finalement, ah, c'était pas ça, désolé. Fait que ça, c'était super important.
Parler aussi au niveau de Secure Funding, évidemment. Combien ça va coûter, ce projet-là? C'est là qu'on va venir clarifier aussi avec les intervenants de combien qu'on a de disponible et combien qu'on va mettre. On va aussi parler au niveau former les environnements de travail. On n'a pas toujours de la flexibilité pour tous les projets, mais c'est important de l'adresser. Puis, un gros morceau, identifier les risques. C'est un thème qu'on a quand même mis de l'avant beaucoup, nous, chez Pétale, pour voir c'est quoi les risques de ce projet-là qu'on devrait adresser maintenant ou qui risquent d'arriver durant le projet, puis les adresser tout de suite. Donc, toutes des choses qui ne vont pas nous empêcher d'être agiles, au contraire, qu'on va s'assurer d'avoir, je pense que je remets le mot sur ça, une vision commune de où on s'en va avec ce projet-là. Il manque parler de la partie technique. Donc, ça nous permet aussi de mettre en place plein de technologies en avance pour pouvoir s'assurer que quand on va livrer le projet, mais ça va être en qualité comme on veut. Et aussi, ça donne un peu la place au développement pour faire l'innovation à niveau de code. Ça, c'est une chose qu'on a oublié de dire. L'autre chose, c'est que je veux clarifier, l'Inception, ça ne veut pas dire qu'on va passer 2 mois à faire cette activité-là. Il y a parfois des moments qu'on a fait, je pense, l'Inception de 3 heures. Tout est beau. Bon, on commence. Ça ne veut pas dire que c'est une grosse étape lourde qu'il faut faire, sinon s'assurer qu'on passe à travers toutes ces choses-là pour s'assurer que quand on commence ce développement-là, tout le monde a la vision commune, comme tu dis. Donc, les résultats. Donc, là, on va sur la gestion des changements carrément. Avant, on était plus en diagnostic peut-être, à aller chercher qu'est-ce qu'il fallait faire. On avait essayé de voir si c'était nous qui avions des problèmes. Là, on voit que peut-être c'est plutôt les entrants qui ont des problèmes. Donc, on va faire le coaching d'Inception. On va aller vraiment animer tous les ateliers. On va être partout. On était vraiment débordés. On a cité à toutes. Et on va présenter, là, c'est comme l'organisation a dit, « Ah, c'est sûr, maintenant je comprends, en Inception, on doit vraiment avoir une vision commune, donc on va exposer plus clairement quelles étaient les stratégies de la compagnie. » C'était à ce moment-là, ça s'appelait le Reach, Engage, Monetize, donc aller chercher des gens qui restent dans la plateforme et qui payent après. Et donc, ça fait quand même que la compagnie comme telle a dû mettre en place certaines actions pour s'assurer la vision commune. Et après, qu'est-ce qui était mauvais dans cette itération-là? On a essayé de nouveau de placer design dans un autre endroit d'une autre façon et ça n'a pas marché. Donc, encore, on a design qu'on ne sait pas où mettre. Total failure. Bon, on continue et on essaye une autre chose. Donc là, c'est la partie expérimentée aussi, pas mal beaucoup. On était vraiment là dans la théorie, dans l'explication, dans les présentations. Puis la compagnie, on n'en parle pas beaucoup dans le détail aujourd'hui, mais la compagnie aussi est en mutation. Donc la compagnie a grossi, les investisseurs sont différents, le marché évolue. Donc évidemment, même pour l'organisation, c'est un défi de revoir aussi au niveau de sa stratégie. Quand on parle de Reach, Engage, Monetize, à ce moment-là, c'est des informations qui sont nouvelles pour les équipes de développement. Comment l'équipe va adresser, comment la compagnie va adresser son marché. Parce qu'à ce moment-là, cette époque-là, on a un produit qui est gratuit pour les médecins. Donc, on veut le plus de médecins possible. On va voir des associations, puis on dit, donnez-nous vos listes de médecins, puis ils vont pouvoir utiliser l'outil gratuitement. Puis à cette époque-là, on change complètement de modèle. On veut faire de l'argent. Fait que là, on n'est plus en mode le plus de ventes possible sur la plateforme. On est en mode, on veut monétiser, on veut que ces gens-là commencent à payer. Ça amène tout qu'un défi en termes de création de produits, mais aussi en termes de culture d'entreprise. Le chantier. Donc là, vraiment, on passe de la théorie à la pratique. Donc, comment on va fonctionner à ce moment-là? C'est que même l'organisation au complet, même notre CEO, les VP, embarquent dans l'aventure d'Anne, puis ils comprennent très bien, les autres, leur mission, c'est de communiquer la stratégie. Donc, ils vont venir vraiment expliquer notre fameux Reach, Engage, Monetize, de quelle façon ça va s'appliquer, ce modèle-là, sur nos différentes lignes de produits, qu'est-ce que l'organisation veut faire. Donc, ils vont venir présenter cette mission-là. Et là, nous, la compagnie, au lieu de dire, on va faire un petit projet pilote, on va prendre tel produit, on va faire des essais pendant quelques mois, c'est non, tous les projets, let's go, Inception. Puis pas pour dans le prochain 2 mois, dans les 2 semaines ou 1 semaine. On était dans quoi d'une ou 2 semaines? Go, on fait des Inception. Mais c'était des Inception back-à-back, des ateliers tous les jours de différents produits. Puis à ce moment-là, on décide qu'on implique les équipes. Parce qu'au niveau de la philosophie, impliquer les gens de développement, ça va donner des idées nouvelles au niveau de produits, ça va être plus créatif. Ça va être let's go. On monte les équipes et on fait des ateliers. C'était très intense. Tout le monde rentre là-dedans. Ouais. J'en profite pour parler du fait qu'on avait... On était un peu confus à l'époque. Parce que l'Inception... Bon, on comprend maintenant beaucoup mieux, mais à l'époque, on avait 2 sortes d'Inception. OK?
Là, j'essaie de vous mélanger, ça n'existe même pas. Là. On avait des inceptions de construction. Ça, là, vous allez la comprendre. C'est de préparer tout le matériel pour s'en aller en production. Après ça, let's go, on code. Mais il y avait des concepts un peu fous dans l'organisation. Tu sais, le CIO, tout. Ouais, mais là, on veut mettre le feu dans la place. On veut mettre le feu dans la place. OK. Fait que là, on s'est fait aussi ce qu'on appelle des inceptions d'investigation. Où est-ce qu'on est allé voir sur le terrain, valider avec la clientèle, brainstormer, pour être capable ensuite de revenir au niveau des stakeholders pour dire, bon, on a compris à peu près votre besoin, c'est-tu ça? Ah, non, OK, on réoriente un petit peu. Donc, ça nous a permis de faire des vagues d'inception en amont pour venir clarifier le besoin avant de s'en aller en mode préparation de production, ce qui a été très pratique. Les résultats de cette étape. Ouais. Donc, on commence à collaborer plus ensemble, dans le sens de, on a une table avec plein de monde de toutes sortes, vente, support, le dev, tout le monde ensemble travaille. Donc, on commence à vraiment se parler et à travailler plus en mode collaboration comme tel, mais ça reste quand même une difficulté à communiquer la vision. On voit que les équipes travaillent ensemble, ils vont vers une direction X, mais ce n'est pas nécessairement ça que l'exécutif ou le CEO il voyait comme objectif. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On se pose la question. On le marque de nouveau comme quelque chose de positif parce qu'on identifie que là, il y a un problème. Donc, on dit à la compagnie, là, la mission, la vision, il semble qu'on a encore la difficulté à la communiquer. Donc, il faut renforcer ce côté-là. Et la partie plus négative, il y a des solutions justement parce que la vision, les objectifs n'étaient pas super clairs, parce qu'on n'avait pas encore trouvé la manière de le communiquer, mais on a trouvé des solutions en Inception qui ne répondaient pas à ce que l'exécutif s'attendait. Donc, on a fait des ateliers qui ont rien Je sais pas si on peut parler de l'anecdote, justement, parce qu'on le vit de ce temps-ci. Mais à cette époque-là, entre autres, puis il y a des gens dans la salle que je ne pointerai pas qui étaient impliqués, on se fait donner une des missions qui est OK, au niveau du fameux triangle là, applicatif, donc Reach, Engage, Monetize, il y a un élément qui est Engage, qui est engagé. Il faut que les gens utilisent nos plateformes. Fait que là, le message du CEO et de la direction, c'est, je le reprends là, mettez le feu dans la place. Je veux que les médecins viennent tous les jours checker leur horaire, qu'ils s'envoient des messages, go, il faut que ça pogne. Parfait. Donc là, les ateliers d'Inception débutent sur ça, commencent à regarder nos ateliers. Puis un peu le principe du lemming, on se rend compte qu'on a beau verser des milliers de médecins dans le système, leur première expérience, ils arrivent dans l'outil et ils font comme ils s'en vont. Mais vraiment à ce point-là. Là. Fait que là, on regarde les données et on est comme oh my God, mais il faut faire de quoi? Il faut boucher le trou. Fait que là, les équipes de développement, marketing et tout le monde travaille ensemble de concert. Honnêtement, une des plus belles phases d'Inception chez Pétale arrive avec un résultat en bout de ligne sur comment bien, je vais utiliser le mot en anglais, il ne faut pas, comment bien accueillir nos nouveaux utilisateurs dans la plateforme pour être sûr justement que leur première expérience Herbalessence va être savoureuse. Là, l'équipe est super contente. On arrive, on présente ça à l'exécutif, à notre CEO, puis là, le blocage complet, la démotivation ultime de mais voyons, c'est avec ça que vous allez mettre le feu dans la place. Fait que là, d'essayer de faire comprendre que oui, mais tu ne comprends pas, si tu veux augmenter ton MEU, ton Monthly Average User, bien, il faut qu'il soit dans la plateforme au moins une fois. T'sais. Puis là, non, ça ne passait pas du tout. Fait que là, tu sais, quand on parle de clarifier le besoin au départ, là, à ce moment-là, celui-là, total failure. On dit tout de suite que c'est maintenant, on est en train justement de faire ce qui était déterminé à cette Inception-là. Donc, après quelques mois, on a pris la maturité, on est en train de développer de quoi, Paul? Grâce à nos professionnels produits. Donc, des choses négatives, encore l'équipe de design, on le place où? Oh mon Dieu, ils disent, mais nous, on travaille un peu partout, mais on n'a encore pas le big picture qu'il nous faut pour pouvoir analyser, pour pouvoir aider le PO. Les jeux X, ils disent, mais moi, je fais des petits morceaux, et ça, je ne peux pas, après, ce n'est pas cohérent. Donc, on ne trouve pas la place où laisser design pour qu'il y ait la vue d'ensemble, mais en même temps qu'il embarque sur l'agile et que ce ne soit pas toute une étape de design avant de commencer. Les designs, ça commence à sentir bon, par contre. C'est encore négatif, mais ça commence à sentir bon, ils sont impliqués justement dans le processus d'Inception, puis là, leur expertise commence à être goûtée. Le peaufinement, notre quatrième étape. Donc, on en est où à ce moment-là? C'est-à-dire que là, on a nos Inceptions qui roulent, ça fait partie de l'ADN de l'organisation, il faut faire les Inceptions. OK? Fait que ça, c'est devenu donnant, la compagnie a vu un gain dans ça, puis il voit vraiment une valeur.
Donc, ça va de l'avant. Les équipes, en réaction à ça, ils font quoi? On oublie le Scrumban, on se remet en sprint. C'est venu vraiment, nous, on a créé les équipes à ce moment-là. Puis Mariana, notre coach agile, voulait absolument leur donner la liberté d'utiliser le modèle qu'ils souhaitaient. Donc, les équipes étaient libres. Puis très rapidement, dedans de un mois peut-être, un mois et demi, toutes les équipes sont revenues en mode Scrum pur pour justement rouler de façon régulière. Puis ils nous ont même demandé d'avoir un timeline similaire entre eux pour justement battre la mesure. Donc c'est super intéressant. Mission objectif plus clair évidemment, donc un peu moins de flou, on sait vers où on s'en va. Puis UX UI commence à travailler en amont. Donc le peaufinement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place ce qu'on appelle un PMT, donc l'équipe de gestion de produits. Notre but dans ça, c'était, on avait réussi de par les formations, de par les exercices d'Inception, les premiers, à créer une certaine coordination, un alignement de la part des stakeholders, des intervenants. Donc on met en place un comité du PMT qui est encore là aujourd'hui. Le PMT, son rôle, c'est de se rencontrer chaque semaine, puis de faire le point sur où est-ce qu'on en est sur les différents projets, d'approuver les différents projets, d'aller chercher les thumbs up, d'aligner aussi à quel moment on va aller, on unveil, à quel moment le marketing embarque, à quel moment on déploie une cohorte et tout ça. Donc, ça permet à tous les gens de savoir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, plus de mauvaises surprises en termes de, mais là, c'est qu'est-ce qui est sorti dernièrement, support service pas au courant qu'on vient de déployer une nouvelle version sur le mobile. Donc, l'équipe de PMT vient vraiment aider à ce niveau-là. On a aussi travaillé très fort sur l'utilisation des chartes de projet. Les chartes de projet, dans le fond, ce qu'on a voulu faire par ça, c'était d'aider l'équipe produit, l'équipe PMT à se donner une structure en termes de suivi des différents projets. Donc, les chartes de projet standards, où est-ce que là, on regarde vraiment au niveau, c'est quoi le contexte du projet, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qui est inclus ou pas inclus, puis ça, c'est un des éléments importants pour ne pas avoir de mauvaises attentes du côté de l'exécutif. C'est quoi que le projet, c'est quoi son objectif final, puis qu'est-ce qui ne sera pas inclus. On regarde aussi au niveau des contraintes, on a-tu des contraintes de date, des contraintes de budget, c'est qui les équipes potentielles là-dessus, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans le cadre du projet, comment on va s'y rendre. Puis on va aussi clarifier qu'est-ce qu'on veut faire dans la phase d'Inception. Parce que malgré le fait qu'on est en Inception, ça, j'arrête pas de le dire, je me fais souvent taper là-dessus, pour moi, c'est super important de ne pas trop en faire. Fait que moi, quand des UX font du wireframe, ça m'énerve. Quand des UI font des maquettes, ça m'énerve. OK? Fait que là, vraiment, nous, en amont comme ça, dans les phases d'Inception, on met beaucoup d'emphase sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que l'équipe de production, ensuite, de développement, puisse être autonome. Puis ça, vraiment, cette discussion-là a lieu de façon régulière et permanente. C'est justement en clarifiant au début de l'Inception avec les intervenants jusqu'où on a besoin d'aller pour que ce soit efficace, pour en faire le moins possible. Donc ça, on met beaucoup d'emphase là-dessus. UX, UI en amont, maintenant, c'est vraiment standard. Donc on est vraiment passé d'un stade où est-ce qu'on regardait les différents modèles d'agilité pour les équipes design. Puis il y en a une tonne de modèles pour ceux qui s'amuseront à aller faire des recherches et il n'y a pas de manière parfaite de le faire, mais chez nous, chez Pétale, ce qui a été profitable, c'est vraiment d'avoir nos spécialistes UX en amont qui travaillent de pair avec les PO. Puis présentement, chez Pétale, bon, on a besoin de nouveaux UX, mais le souhait ultime, c'est d'avoir un PO, un UX qui travaillent de pair ensemble, parce qu'ils viennent vraiment se compléter en termes de connaissance du marché, connaissance des utilisateurs et besoins produits versus expérience usagée et tout. Donc, ça fait vraiment un duo, nous, chez Pétale, qui a été très, très, très performant. Puis, on est arrivé à un stade où est-ce que, oui, le UX se faisait en amont, mais il manquait encore de temps. Puis on en est enfin rendu à un stade où est-ce que le UX a le temps de bien faire son travail en amont pour clarifier les attentes, clarifier les besoins avec le PO et avec les stakeholders. Ce qui fait que quand le projet avance dans l'Inception, il arrive à un stade où est-ce qu'on le sait vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, puis on le sait que ça va être pertinent, on va aller aux besoins validés avec la clientèle, faire des proof of concept, on va aller présenter certains trucs à certains clients. Donc, on le sait qu'OK, on ne codera pas ça dans le vide. Je pense qu'il manque une partie des UX. En fait, il faut comprendre que nos projets, ils ne prennent jamais plus qu'un mois en général. Et si ça prend plus d'un mois, on le découpe en plusieurs étapes. Donc, quand on dit UX en amont, ça ne veut pas dire un UX en amont pour un projet d'un an. C'est sûr que c'est le UX pour pouvoir avancer plusieurs sprints, 2. En général, je ne dirais pas plus que 2, hein, ce sont nos projets. Donc, ce n'est pas non plus beaucoup en amont. C'est plus être préparé que quand le dev arrive à coder, mais il y a tout pour le faire et réussir. Les bons intervenants aux bons endroits. Donc, ça, c'est vraiment ce qui a été un des grands succès, c'est de profiter des expertises de chacun au bon moment. Donc, au préalable, il y a beaucoup de frustration dans l'organisation, que ce soit des UX, que ce soit des spécialistes marketing ou même support service, des gens qui disaient, bien voyons, pourquoi je n'ai pas été impliqué,
Pourquoi vous avez fait ça comme ça? Voyons, vous ne savez pas qu'on a tel feedback de la clientèle, puis ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Donc, ça a vraiment permis d'éliminer ces aspects-là où est-ce que l'ensemble des spécialistes sont impliqués dès le départ pour donner leur opinion, puis venir contribuer à la création de la solution, contribuer à la création du produit. Utilisation de Scrum, on en a parlé, et la matrice Spotify, on aurait pu en parler quasiment pendant toute la conférence. Mais au niveau de nos équipes de développement sur le terrain, ce qu'on a fait, nous, d'un point de vue gestion, on s'est inspiré beaucoup de la matrice Spotify. Donc, il y en a-t-il qui ont fait de la recherche, qui ont lu un petit peu sur ça dernièrement? Spotify. Un petit peu. Je vous invite fortement à aller faire des petites lectures là-dessus. Super pertinent. En fait, ce qu'on a mis de l'avant avec nos équipes, c'est que vu qu'on a des équipes de production qui changent très fréquemment parce que la réalité, c'est que chez Pétale, le marché va vite, la compétition est là, on doit réagir de façon très rapide. Donc, souvent, on va avoir des opportunités qui vont arriver, clac, d'un coup. Donc, on a beau vouloir prévoir longtemps en avance, il va y avoir des opportunités. Donc, nos équipes sont en mutation presque constante. Le défi qu'on avait, c'est qu'on avait justement des développeurs et tout qui disaient, mais oui, on change de boss à tous les 2 mois, 3 mois. C'est loin d'être idéal. La matrice Spotify, ce que ça nous a permis, c'est d'avoir des équipes qui sont flexibles, qui peuvent changer en tout temps. Ce que Spotify apporte, c'est toute une vision de chapters, une portion horizontale. Donc, en tant que développeur front-end, bien, mon boss, c'est le boss des front-end. Puis toutes les autres front-end dans les autres équipes, bien, on fait partie d'un même team, même si on est dans une verticale de produits qui est différente. Donc, ça permet d'avoir un superviseur permanent, d'avoir une équipe qui peut échanger sur la technologie, de s'améliorer puis échanger sur les bonnes pratiques. Puis on parle de superviseur, mais vraiment l'approche Spotify, ce concept-là est quasiment inutile. Le côté superviseur immédiat ne sert à rien. C'est vraiment un coach qui fait partie de l'horizontale. C'est vraiment, écoute, c'est arrivé une fois, je pense, où est-ce qu'on a eu un cas où est-ce qu'il y a vraiment un chapter lead qui a eu besoin de porter son rôle de gestionnaire. Ça n'arrive pas, en gros. Fait que ça fonctionne super bien pour l'instant. On est en plein milieu de l'implantation de ça. En fait, ça fait quelques mois qu'on y va par morceaux, ça aussi itérativement. Puis ça répond déjà très bien. Il faut accélérer. Donc, les résultats, l'équipe design trouve sa place. Wouhou! Donc, quelque chose de super pour l'équipe, justement, parce que comme équipe design était un peu démotivée aussi, on se place où? On est tout le temps un peu compliqué avec nos choses. On arrive et personne ne nous aime parce qu'on donne tout le temps notre opinion quand ce n'est plus le moment. Et la visibilité, l'alignement ensemble de l'organisation, donc on voit maintenant qu'on travaille vraiment ensemble. Il n'y en a plus de silos. Et on est vraiment plus outillés pour répondre à les besoins de la compagnie. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais tout ce qu'on a mis en place, c'était presque tous des outils gratuits. Donc, on a le Trello, on a des Drive, on n'a pas acheté des gros logiciels pour gérer nos mondes. On peut vraiment arriver avec n'importe quel outil à implanter les choses comme on le fait. Donc, conclusion. À quel moment on faisait ça, là? C'est à toi. C'est moi le premier. C'est toi le premier. J'avais oublié l'importance de la gestion du changement. Donc, j'ai presque déjà une idée de ma prochaine conférence, mais c'est un défi permanent. De quelle façon on va amener les changements, les faire adopter par l'organisation, les faire accepter aussi par les individus. Donc, de quelle façon on amène ces changements-là. Je pense que c'est au cœur, moi, de tous les projets que j'ai faits à travers les années, tant chez Pétale puis avant ça. Je pense que le plus important dans tous mes projets, c'est de mettre du temps, de l'énergie sur cette gestion du changement-là, prévoir de quelle façon nos projets vont être vus, perçus, acceptés, vécus. Je pense que c'est le cœur de tout changement. Puis pour nous, ça s'est fait beaucoup, mais on en parle plus loin. Pas vendre de punch. Oui. Donc, l'autre chose, c'est qu'à fur et à mesure qu'on avance avec cette itération-là, on regarde et on voit où il y a des bobos ici et parfois ça fait mal. Les gens qui sont autour de ces bobos-là se sont vraiment attaqués parfois. Donc, il faut vraiment faire attention justement avec les changements. Il faut comme être positif et constructif à chaque fois qu'on se retrouve face à un problème. Donc, collaborer, persévérer avec humour. OK, et des objectifs communs. Donc ça, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on revient souvent parce qu'il va y avoir des frictions dans des changements comme ça, puis en agilité en organisation, puis en changement organisationnel, il va y avoir des frictions. Puis je mets toujours beaucoup d'emphase sur le volet qu'on a tous un objectif commun. En bout de ligne, il n'y a pas de mauvaise foi. On veut tous la même chose, on veut le succès de l'organisation. Puis qu'est-ce que des accros ou quoi que ce soit, de revenir sur le fait, sur nos objectifs communs, ça aide beaucoup justement à recentrer les efforts, puis à faire oublier un petit peu le reste de la poutine autour. Là. Une autre que j'aime beaucoup, parfois on entend « Ah, mais on n'est pas Scrum pur, on n'est pas Agile pur ».
Mais moi, je dis, vous n'êtes pas agile si vous dites ça parce que vous n'avez pas adapté les choses à votre besoin. Donc, n'ayez pas peur de changer, de mettre des modèles ensemble, de combiner des choses. Si ça vous aide, c'est ça le but, justement, pouvoir avancer et faire que les gens soient heureux aussi au travail. C'était un de nos consignes à un moment donné. Hein, on voulait que tout le monde soit heureux au travail. Ça, c'était comme notre devise. C'est ce qu'on a aimé de Dad, justement, parce que Dad arrive avec ses grandes idées, ses grands concepts, ses grandes réflexions sur des choses à considérer. Mais pour le reste, on est extrêmement flexible au niveau de quels outils on va utiliser. C'est ce qui donnait la force de ça. Rétrospective. Sans oublier les 4 valeurs de l'agilité, je pense qu'on peut tout le temps les respecter en combinant certains outils. Désolée. Les rétros. Les rétros. Je regarde Mariana parce que c'est Mariana qui, sans arrêt, me dit on ferait une rétro. On va faire une rétro. Je suis du genre, moi, tout le temps, go, 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 on avance. Et j'oublie trop souvent les rétros. Puis honnêtement, c'est une des recettes les plus importantes aussi. Pas juste au niveau de nos équipes, mais au niveau de l'organisation. Puis on a fait des rétros, pas seulement avec nos équipes. On faisait l'implantation dans l'organisation, puis on a même eu des rétros d'Inception avec l'ensemble de l'organisation, les CIO. Donc, c'est un modèle qui vraiment est extrêmement pertinent pour valider le est-ce qu'on fait encore les bonnes choses, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des choses à corriger. Puis ça a été extrêmement positif dans l'organisation de caler une rétro à tous les moments opportuns. Donc, pas juste de façon systématique, mais dès qu'on sent que quelque chose a un besoin, d'aller de l'avant avec ça. Fait que c'est super important. Oui. D'ailleurs, notre présentation, c'est un peu ça. Oui, on a fait une rétro pour faire la présentation, mais ce qui est intéressant aussi, que ces changements-là, ça fait que aussi tout le monde autour doit changer sans le vouloir un peu. On se laisse embarquer sur les choses qu'on implante. Et là, l'exécutif au complet, il a fait un lac à l'épaule, que c'est une autre sorte de rétro. Finalement, suite à toutes les démarches, à tout ce moment où on a demandé la vision n'est pas claire, mais à un moment donné, ça a déclenché aussi une rétro pour eux qui a permis à la compagnie de pouvoir établir plus clairement ses objectifs. Parce que tout au long de nos revues de processus, c'est beaucoup, on regardait qu'est-ce qu'on faisait, mais à chaque fois, on se retournait aussi par en haut. On se retournait par en haut parce qu'évidemment, tant que la vision, la mission n'était pas claire, ça venait contaminer l'ensemble du processus. Donc, il y a vraiment eu une emphase permanente qui a été mise sur ça. Puis l'organisation a fait des changements super importants aussi sur cet aspect-là. Les bonus tracks, en fait, sont en anglais. J'aime beaucoup Knieber qui vient à l'Agile Tour Montréal. Malheureusement, il n'y a plus de billets. Mais je trouve ça super important. Le vrai échec, c'est quand on n'apprend pas de nos échecs. Mais c'est vraiment ça. Ça répond vraiment à la partie rétro, mais à chaque fois, à chaque itération, on faisait une rétro, on disait on est où? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a appris de ce que ça n'a pas marché? Donc, comme design, par exemple, qui ne marchait pas. Et là, parce que nous, ça n'a pas été super facile. Là, on en parle là, puis on est comme joyeux, c'est le fun, mais il y a eu des périodes. C'était parfois dur. Hein? Et l'autre, la théorie, la théorie, la pratique, c'est la même chose, mais dans la pratique, ça ne le sont pas. Donc, parfois, la théorie est facile, on lit, on dit c'est ça, mais il faut vraiment expérimenter, aller à la pratique. La pratique, il va donner le cours d'action. Je me rappelle encore trop souvent c'est quoi donc déjà un Inception? Combien de fois je l'ai expliqué? Je regarde en arrière, mais je pense que c'est encore flou pour certaines personnes. Alors, ce qui nous amène à la fameuse période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Peu importe sur quel thème. On y va en ordre, monsieur là-bas. Oui? Bon. Je parle d'erreur, là. Puis je pense pas que c'est une erreur, en fait. C'est une expérimentation. Ouais. Dès le départ, ce qu'on a fait, on l'explique un petit peu brièvement, nos premières Inceptions, on a créé les équipes de production. Puis là, on a vraiment amené tout le monde. Il y avait design, il y avait les développeurs, il y avait, tout imaginer les stakeholders, là, les marketing, support, service et tout, là, c'était très gros. Il y a eu un côté bénéfique dans le sens qu'on communiquait la bonne chose. Il y a eu un côté bénéfique dans le sens qu'on identifiait des solutions pertinentes. Mais assez rapidement, je pense que chaque organisation va s'ajuster. Moi, je suis très pro-impliquer les développeurs pour avoir leurs idées et tout. Ils vont trouver des bonnes idées. Mais à un moment donné, c'est même les développeurs qui ont dit « Je peux-tu retourner coder, s'il vous plaît? J'ai bien compris le projet. » Fait que, tu sais, il y a toute cette réflexion-là où est-ce qu'on s'est ajusté au fur et à mesure. Puis au même titre que j'expliquais tantôt que nos phases d'Inception, on va identifier qu'est-ce qu'on doit faire dans notre Inception pour être prêt à aller en production. Mais cette question-là, maintenant, se pose au départ de l'Inception. Qui on doit impliquer dans cette phase-là, puis
qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, on va vraiment discuter sur, on a-tu besoin de faire un gros wireframe ou on va faire ça de napkin dans une réunion avec tel intervenant? Parfait. Hey, super service, ont-tu besoin d'être là parce qu'on parle de tel module? Donc, on va impliquer les bonnes personnes au bon moment, aux bonnes étapes. Pas juste dans un gros meeting d'Inception, on essaye d'appliquer DAD by the book. Là. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus organique. Ça fait partie de l'ADN de l'Inception où est-ce que là, les choses vont se faire, mais pas dans des gros meetings avec tout le monde. C'était lourd. C'était très lourd. Oui? Avec autant de remises en question, vos rétrospectives, c'est quoi vous mettez en phase pour que ça porte fruit? En fait, à chaque fois, on se mettait en question, qu'est-ce qu'on fait, quelle activité on fait, qu'est-ce qui pourrait nous donner plus d'informations. Et à chaque fois, on trouvait une autre manière de faire la rétro. On n'était pas en train de dire à le monde, voici, venez parler avec nous. On proposait des activités très précises pour aller chercher l'information. Donc, il y a, sur Internet, on peut trouver des millions de façons de faire des rétros, hein, mais c'était vraiment, c'est intéressant comme question parce que je pense qu'il faut mettre de l'énergie, justement, à bien animer les rétros. Je ris parce que Mariana adore faire des rétros, puis chaque rétro est une opportunité de « Ah, on va essayer quelque chose de nouveau. Ouais, » Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui? Là, je sais pas. Je peux en donner un petit peu. On a été très bon en gestion du risque au départ, mais par la suite, je ne peux pas dire qu'on est très fort en gestion du risque chez Pétale. On est très en mode « let's go, let's go, let's go », on va de l'avant. Donc, non, en termes de gestion du risque, on est beaucoup présentement chez Pétale au fur et à mesure. Par contre, il y a un côté dérisquement qui ne se fait pas dans le cadre agile, dans le cadre de DAD et tout ça. On a une équipe justement au niveau de l'équipe de production. Notre vice-président au niveau R&D est extrêmement fort d'un point de vue tout ce qui est le risque au niveau de nos systèmes. Donc, d'un point de vue technologique, on regarde ça de façon régulière avec un roadmap spécifique. Nos chapter leads sont impliqués beaucoup là-dessus. On a aussi une équipe qui est dédiée au risque pour tout ce qui est, nous, les normes qu'on doit respecter, comme les normes américaines IPA pour les données médicales. Donc, on a vraiment des individus, des équipes qui travaillent au niveau de la gestion du risque technologique, mais pas pour spécifique au projet. Je ne peux pas dire qu'on est super sur la coche. Oui, mais on peut ajouter que dans certaines exceptions, on va avoir des seniors qui vont aller là pour justement donner son avis. Donc, si par exemple, l'autre fois, pour le New Tool, mais il y a toute une partie techno très dure qui peut-être pourrait avoir un impact assez important à la fin. Donc, on est en train justement de faire des sprints de découvertes de technologies. Donc, nos risques sont plutôt là-bas à ce moment-là, au niveau plutôt technique que des autres types de risques. C'est un bon point. Fait qu'on a vraiment nos experts, ce qu'on appelle nos chapter leads, sont impliqués beaucoup justement au niveau des différents projets d'Inception. À partir du moment où on a un concept de projet, ces gens-là sont impliqués. Il y a comme par là. Il y a des mecs qui se sont levés? Oui. Juste pour vous donner un aperçu, c'est sur combien de temps, c'était combien de personnes étaient impliquées là-dedans? OK. Tu veux que j'essaie? Oui. On a commencé à peu près en novembre. Moi, je suis rentré en novembre. On a commencé à faire les premiers ateliers de processus. On a fait les premières formations et tout avant le temps des fêtes. De l'année passée? Oui. Ouais. À partir de janvier, là, vraiment, c'était Q1, le quart numéro 1 de l'année. Puis là, c'était on veut faire tous les projets en mode Inception. Donc, on a eu les premières vagues pendant ce quart-là. Puis je dirais ensuite, à partir de avril-mai jusqu'à la fin du mois d'août-septembre, on a eu vraiment une vitesse de croisière super intéressante parce qu'on était sur un projet très clair. On devait terminer la livraison d'un de nos outils. Donc, ce qui fait que l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de l'organisation était focusé sur ce projet-là. Donc, on avait vraiment une routine là, qui roulait super bien, tant au niveau du développement qu'au niveau des Inception. Ça roulait du tac au tac. Là, on a un nouveau défi parce qu'entre-temps, on a fait l'embauche d'un nouveau vice-président produit. On a fait l'embauche d'un nouveau directeur produit. La structure organisationnelle a changé du tout au tout. Donc, on a des défis présentement de préserver les acquis de ce qui a été fait avec des individus qui n'étaient pas impliqués. Fait que là, on a quand même un bon défi où est-ce qu'on essaie justement de remonter ça. Par contre, ce qui est positif dans tout ça, puis avec les équipes de produits, c'est que là, on a vraiment des nouveaux experts encore plus spécialisés qu'à l'époque. Donc, vraiment, ce qui est préparé en Inception depuis quelques semaines, moi, je trouve que c'est impressionnant, là. Ça arrive prêt, on est dans les délais, puis là, ça commence vraiment à rouler parce qu'on est dans un défi justement avec le marché où est-ce qu'on doit sortir nos produits très, très, très rapidement pour répondre à la compétition puis à la demande.
Mais je réponds quand même, ça plus ou moins 10 mois, un an, et une compagnie de 50 personnes plus ou moins. Quand on a commencé, je pense qu'on était 40, maintenant on est 60 et quelques. Ici? C'est bon? Pas du tout. Non. Non. Je sais que ça se fait. J'ai lu dans ma liste de choses à faire parmi les nombreuses lectures. Mais non, on n'a pas eu, tu sais, chez Pétale, puis on parle d'itération. C'est vraiment comme ça. Moi, quand je suis rentré, c'est une des choses qu'on m'a dit d'ailleurs avec notre vice-président à la recherche et développement. C'est vraiment, ils vont essayer. Ils veulent essayer des choses. Fait que, tu sais, dans le doute, on est comme, ben on l'essaye. On va aller voir qu'est-ce que ça donne, on va s'ajuster ensuite. Puis nos projets, on les lance comme ça. On est en rencontre, on est en atelier. C'est une des premières choses qu'on redit presque à chaque fois. C'est un genre de gang, on essaie quelque chose et tout, on va se faire des rétros, on essaie quelque chose, on va de l'avant. Donc, c'est quelque chose que même aujourd'hui, dans les nouveaux ateliers qu'on fait, dans les formations qu'on fait, on le mentionne à nos équipes quand on est en mode où est-ce que, hey, on tente quelque chose. On essaie quelque chose de nouveau, on va de l'avant. Donc, ça fonctionne quand même très, très bien. On a cette ouverture-là avec nos équipes. Ça fait partie de la culture de l'ADN chez Pétale, là, de y aller en mode, on essaye, on rate, on réussit, puis on tricote à travers tout ça. Là. Il y avait là. Il y avait monsieur là-bas. Oui. Intéressant. J'aime ça. C'est intéressant. Moi, je trouve que oui. En fait, le fameux sprint zéro, là, le côté Inception, quand on parle de dérisquer, de roadmap technologique et tout, il y a ce volet-là technologique de sprint zéro pour les équipes de développement, où est-ce qu'ils vont vouloir aller investiguer certaines choses, faire un petit spike de développement. Puis, ça va un petit peu plus large que le sprint zéro, où est-ce que là, vraiment, il y a une préparation, un alignement produit, un alignement stratégique qui, normalement, ne fait pas nécessairement partie là, du sprint zéro. Oui, c'est ça. Il est plus complet. L'inception est plus complète comme étape que le sprint zéro. Mais tu t'amènes un super bon point. C'est-à-dire qu'au moment où on va lancer les sprints, idéalement, dans notre contexte chez nous, on n'a plus de sprint zéro. Parce que ces éléments-là technologiques à démystifier ou à préparer avant un sprint, bien, sont identifiés en Inception comme étant un besoin en amont, donc sont faits de façon préalable. Je ne sais pas c'était qui était en... Non, là, j'ai perdu le compte. Oui, Madame? Oui. En fait, c'est le fait qu'ils sont... Le consensus, on est allé chercher justement en impliquant les experts du fait qu'ils sont présents au PMT. Donc, au lieu d'avoir des décisions qui se prenaient pendant la semaine ou peu importe, on s'assurait que ces décisions-là allaient se prendre ou se valider au moment du PMT. Donc, tu sais, on voyait tantôt, il y avait un Trello là, de suivi de l'avancement des projets. Là. Mais même si un projet avait changé de statut dans la semaine, on n'y touchait pas. C'était vraiment au moment du PMT où est-ce que là, on faisait tout le monde ensemble. Bon, ça, tout est beau, on passe ça à telle étape. Puis on a des étapes qui impliquaient vraiment tout le monde. Tant au niveau du déploiement, est-ce que ça a été vendu aux clients? Est-ce qu'on a les métriques? Est-ce qu'on collecte de la donnée? Ça allait vraiment du début du concept jusqu'à la maintenance du produit. Peut-être Donc, dire toutes des étapes. que dans le PMT, on a tout le monde. On a marketing, on a support, donc tout le monde est représenté. Là, donc, tout le monde le sait, qu'est-ce qui va arriver. Ça a permis aussi de consolider plusieurs rencontres. Donc, on a beaucoup de situations où est-ce qu'au lieu de se dire oh, on se fait une rencontre pour ci, on se fait une rencontre pour ça, c'est ah, on va en parler au PMT vendredi. Donc, ça a créé ces habitudes-là au niveau de nos équipes de gestion puis de nos différents silos de se dire parfait, on va faire le statut à ce moment-là. C'est vraiment un moment de coordination super important. Oui? Je vais revenir à une question de mon collègue côté. Donc, s'il y a un Inception qui n'a plus de sprint zéro, c'est quoi, comment techniquement vous transférez l'information découverte en mode Inception à l'équipe? J'adore ça. Tu veux y aller? Eh bien... Sinon, je peux y aller. Oui, mais c'est que c'est vraiment le défi au niveau... Ouais. L'Inception va être monté justement avec les spécialistes produits, puis c'est le PO vraiment qui est au cœur de l'Inception. Ouais. C'est lui qui est propriétaire de cette phase-là, parce que c'est lui qui doit faire la coordination avec tous les intervenants. Puis tous les intervenants, les stakeholders, ça implique aussi le développement. Donc, nos experts de développement sont impliqués dans l'Inception. Ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne beaucoup par kick-off. Donc, avant même le kick-off des sprints et tout, il va souvent même avoir une rencontre où est-ce qu'on va venir exposer le projet au niveau des équipes pour montrer où est-ce qu'on est rendu dans l'Inception ou montrer l'aboutissement de l'Inception. Donc, on vient présenter ça au niveau des équipes pour qu'ils commencent à faire « Ah! » Fait que là, ils comprennent pas juste le qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire, ils comprennent le pourquoi on fait ça.
Fait qu'ils vont se faire présenter la mission, la vision, les maquettes s'il y en a eu. Puis là, ils vont commencer à voir un petit peu c'est quoi les grandes épiques. Puis au moment du kick-off, là, c'est là où que vraiment l'équipe connaît le projet, connaît le produit, connaît l'objectif. Là, ils sont en mode on découpe notre sprint, let's go, on va de l'avant. J'hésitais un peu à répondre parce qu'en fait, ça dépend aussi un peu des équipes. C'est jusqu'où on doit aller avec l'information. Parce que parfois, le dev, il a envie aussi de coder, il allait retourner rapidement. Donc, il faut quand même trouver l'équilibre entre combien de temps on passe à donner l'information et combien on passe à l'action. Puis on sait qui est impliqué. Tu ne veux pas par la force des choses. Il y a certains intervenants qui ont manifesté un intérêt de participer aux Inception. Donc, des fois, on a besoin d'une expertise particulière, on va la chercher. D'autres fois, c'est qu'on sait qu'il y a des intervenants qui, leur présence va être extrêmement pertinente en termes d'identification de solutions. Au niveau de DAD, j'ai peur de me faire taper dessus. C'est pas grave, je réponds pareil. Il y a le livre de DAD qui est extrêmement long à lire, répétitif. On dirait qu'ils ont rajouté beaucoup trop de paragraphes dans cette chose-là. Parce que tu lis, puis finalement, tu es comme, ah oui, mais j'ai compris. Next. Fait que c'est extrêmement lourd. Il y a leur site web qui est décousu complètement parce qu'ils ils ont comme la version 1.0 que c'est le livre, puis là, ils veulent pas trop se tirer dans le pied, mais il y a comme un prochain livre qui devrait arriver sur nos écrans un moment donné. Fait qu'il y a le site web qui est comme un peu entre le 1.0 et le prochain. C'est très difficile de lire puis d'aller chercher de l'information dans tout ça. Donc, il faut se taper, je te dirais, au niveau du livre, au niveau du site web. L'information la plus fraîche est vraiment sur le site web. C'est là qu'ils vont faire les ajouts additionnels. L'année passée, Facilité avait donné un petit livre avec quand c'est c'était le Logile Tour. Et celle-là est aussi disponible sur le web. Et je pense que même en lisant celle-là, qui est comme une histoire qui raconte DAD, je pense que c'est vraiment plus clair parfois même que le livre, le gros livre. D'accord. Donc, c'est une petite lecture qui peut donner beaucoup en répondant à la question. En fait, je suis un peu négatif sur le livre, mais c'est parce que si vous avez fait beaucoup de lectures en termes d'agilité, en termes de gestion de projet, en termes de gestion des ressources humaines, en termes de structure organisationnelle et tout, il y a beaucoup de ces éléments-là qui reviennent dans son livre. Ça peut paraître justement redondant. Oui? Oui. Bon, moi, j'ai mon favori. Oui, vas-y, j'aime ça t'entendre parler des ateliers. Le story mapping, pour moi, c'est un des meilleurs. Mais c'est sûr que ça dépend beaucoup. Il y a tellement de facteurs qui peuvent changer cette façon de faire. À un moment donné, on avait fait les user journey, ça a été aussi intéressant. Donc, ça dépend de l'objectif. Mais je pense que story mapping, il y a comme vraiment plusieurs morceaux qu'on peut aller chercher la valeur là-dedans. Moi, j'ai fait des tonnes d'ateliers en Lean Six Sigma et tout dans des domaines très divers. Là. Puis quand Mariana me présentait justement cet outil-là, puis elle me le présentait, comment ça fonctionnait, j'ai comme fait « Waouh, mais c'est les étapes du démake quasiment inclus dans un atelier. » C'est vraiment intéressant comme approche. Ça permet de poser les bonnes questions. Là. Oui? Je pense qu'on est dans le temps. Ça a été, on y revient tout le temps, le côté design. Ça a été vraiment une épopée parce qu'on avait un nouveau directeur design qui était nouveau à l'agilité. Il essayait de faire valoir tout le côté. Oui, mais le UX, il faut le faire en avance. Puis là, moi, de l'autre côté, c'était comme, c'est pas agile. On cherche une solution. Fait qu'on a vraiment brainstormé beaucoup sur les solutions design jusqu'à temps qu'on en arrive vraiment à identifier une méthode qui, pour nous, était efficace chez Pétale. Mais celle qu'on utilise ne serait pas nécessairement celle qui fonctionnerait à une autre place. Donc, vraiment, le design, ça a été complexe de trouver la méthode parfaite. Ce qui aide aussi chez Pétale présentement, je dirais que c'est le fait que tout le côté kit graphique a été mis de l'avant dans les 2-3 dernières années. Donc, au niveau de nos outils, on a atteint un niveau graphique où est-ce que même les développeurs peuvent faire « c'est beau, j'ai catché comment ça marche ». On s'entend, c'est une application. Fait qu'on n'est pas dans le mode très, très créatif aujourd'hui. Ça l'était pour faire les bases. Maintenant que les bases existent, bon, ça nous permet d'avoir... On n'a plus le défi de la création graphique en cours de sprint. Cette création graphique-là, elle est déjà existante. Puis le fait que le UX se fait en amont, ce n'est pas dans le but d'être anti-agile, mais c'est parce que cette étape-là est cruciale dans un domaine où est-ce que les PO, puis aussi au niveau de notre clientèle, on doit clarifier tellement de choses en amont pour être sûr que, OK, c'est ça que tu as besoin, bien, on en est rendu quand même souvent très loin au niveau du UX puis des maquettes fonctionnelles. Fait qu'il y a beaucoup quand même de matériel qui se passe en amont dans notre secteur à nous. Mais il faut dire que c'est encore un défi.
Donc, si on dit qu'on fait des itérations avec DAD, mais design, on peut dire qu'on vient de faire une et demie peut-être d'itération. Donc, on a encore beaucoup de questions à répondre. C'est pas évident. Oui, à l'arrêt. Oui. Il faut faire une distinction que notre application, il va pas mettre en danger les vies des personnes. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est sûr qu'on change un peu la vision de la qualité. Mais comment est-ce que nous, on fonctionne? En fait, c'est à travers le process de definition of done, des mots, des PO, qu'on va faire la qualité. Donc, on est vraiment sur l'intégration continue. Et sur ça, on a beaucoup de tests. C'est vraiment, on n'a pas un QA chez Pétale, pas encore en tout cas. C'est fait tout à travers nos process. Donc, pour l'instant, en Inception, on pourrait déterminer, par exemple, à un projet, on a déterminé qu'il fallait faire à la fin de ces projets-là toute une journée des tests pour regarder qu'est-ce qui a été fait. C'est comme la première fois depuis, je pense, 2 ans qu'on s'est mis à faire ça comme équipe complète. Mais ces projets-là, il y avait besoin. On l'a détecté en Inception, donc on le fait. Autre question? C'est bon? Hey, un énorme merci, tout le monde.